suis Jonathan Lucier, représentant AgroCentre Vinisol. Je suis Guy Crépeau, agronome, président de Semences Crépeau Incorporée et conditionneur de semences pour Semences Québec. Je suis François Bossirois, représentant AgroCentre Farnham. Je suis Ernest Bernard. Je travaille pour Ferme Bernard et Fils. Je suis producteur de semences. On est producteur de semences depuis 1991 pour diverses compagnies et depuis une dizaine d'années pour SQS. Je suis Annie Bergeron, directrice de la division semences chez les grains Semtech. Je suis Jean Tétrault, producteur de semences. Je suis Christian Hazard, sélection végétale, surtout céréales et un peu fourragère. Je suis Paul Caplette, producteur de céréales associé avec mon frère de la ferme Céréales Bellevue. Je suis Yann Hébert, propriétaire de Élévateur Rive-Sud. Je suis Calin Chirila, agronome, représentant de AgroCentre Fertibec. Je suis Mathieu Brière, représentant pour l'AgroCentre Saint-Pie. Je suis Caroline Turcotte, représentante à l'AgroCentre Lanaudière. Je suis Christiane Boulet, agent de commercialisation au secteur des grains de la Coop Fédérée. Fourrager, sans aucun doute, parce qu'on a plus de facilité à les vendre et les rendements sont meilleurs. Blé humain. Idéalement, on essaye toujours de produire pour le marché d'alimentation humaine, pour la valeur ajoutée, évidemment, mais souvent, ça arrive qu'on est obligé de l'écouler sur le marché fourrager à cause des problèmes de qualité parfois, ou comme pour l'année de commercialisation de la récolte 2012, ce qui est arrivé, c'est que la différence de prix entre le fourrager et l'alimentation humaine valait pas la chandelle, donc pour à peine 10 % de différence, on l'a écoulé sur le marché local cette année. Le blé humain. Pour nous autres, le premier choix, c'est toujours aller vers le plus haut stade. Fait que on vise majoritairement le blé humain. Comme objectif de départ, définitivement, blé panifiable. Moi, je suis pour le blé d'alimentation humaine. C'est sûr que c'est un petit peu plus difficile de faire, mais on peut réussir pareil d'avoir des rendements très proches de celles de consommation animale. 2 réponses pour 2 produits. Blé alimentation humaine pour les gens qui ont peut-être le goût d'un peu plus de défi parce que les critères de qualité sont peut-être un peu plus serrés par rapport au blé fourragé. N'empêche que pour le blé fourragé, il faut aussi prendre en considération le taux de toxine qui va être en tout cas, que les acheteurs vont prendre comme critère d'acceptation pour la fabrication de moulés. Blé alimentation fourragée parce que c'est facile de commercialisation, puis pour les qualités, le rendement, c'est pour ça. Blé humain pour maximiser le revenu à l'acre. Alimentation humain. Le blé au midon, je crois que surtout cette année, en 2013, les résultats ont été très bons dans les récoltes qui étaient 2012, mais dans les ventes. Puis je pense que c'est une variété qui peut continuer à être très bonne sur le marché. Je préfère le blé SS Blomidon pour son indice de rendement puis sa productivité au champ. Alors, je préfère l'orge Rocket. C'est une nouvelle orge qui a introduit il y a 2 ans. Puis, à cause de son bon rendement, son poids lectolite ainsi que sa facilité de conditionnement. Mais moi, le coup de cœur, c'est le blé Blomidon. C'est pour sa performance. C'est la Formule 1 des blés au Québec. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et voilà, performance, rendement et tout. Je dirais le blé parce que c'est ce qu'on fait le plus chez Semtech. Mais je pense que c'est les blés d'automne parce que les blés d'automne sont à potentiel de rendement plus élevé puis ils évitent la fusariose en plus sous nos conditions. Fait que c'est vraiment un plus pour le producteur. Moi, je préfère le Griffon. C'est un blé alimentation humaine. Il y a une bonne tenue, il y a un bon rendement, puis il y a une bonne tolérance à la fusariose. Présentement, là, celle qu'on aime bien, c'est le blé Harvard qu'on connaît depuis 3-4 ans. C'est un blé d'automne, puis on l'aime parce qu'il survit bien à l'hiver depuis une couple d'années. Fait qu'on est on est bien amoureux de ce blé-là. Actuellement, on a le blé Blomidon qui offre rendement et un potentiel de qualité. Puis il y en a un nouveau qui est sorti, qui est le Griffon, qu'on attend
des résultats tant au niveau des rendements qu'au niveau de la résistance à fusariose qui semble très intéressante. Donc, j'irai avec ces deux variétés-là. C'est le Griffon. C'est une variété, une bonne variété de blé avec un bon rendement. Dans la gamme SQS, ce serait la variété Blue Midon. C'est pas une variété d'hier, c'est une variété qui est là depuis plusieurs années. Puis les producteurs l'aiment, puis la demandent d'année en année. Puis vraiment, c'est la variété qui fait vraiment son chemin. Elle a vraiment un balancement au niveau rendement excellent avec une bonne quantité en paille aussi pour les amateurs de volume de paille. Là. Elle tient debout. C'est une très belle variété. Dans la gamme SQS, il y a le Griffon qui est destiné au marché des moulins de Soulanges, qui est une variété qui est prisée. En tant que coordonnateur, de mon point de vue, un bon blé, c'est un blé qui a un bon taux de germination qui est en haut de 85 % dans le non traité, qui a une bonne humidité, un bon poids spécifique, puis qui est vendeur pour le réseau. C'est un blé qui a du rendement, qui n'est pas trop maladif et qui se tient debout. Un bon blé, c'est un blé qui a un potentiel de rendement d'abord. Parce que s'il n'y a pas le potentiel de rendement, même s'il y a d'autres caractéristiques, il n'y a pas grand-chose à faire avec. Le potentiel de rendement, après ça, tenue. Et après ça, peut-être résistance au rendement, aux maladies, excusez, si besoin il y a. Un bon blé, pour moi, c'est un blé qui a une bonne réponse à la fertilisation, qui a une bonne tolérance aux maladies, puis qui a une facilité de récolte aussi. C'est un blé qui, bon an, mal an, va donner toujours des bons résultats, peu importe les conditions climatiques. Un bon blé, c'est un blé qui va donner un bon rendement, qui va avoir une bonne tolérance à la fusariose, qui va pas déclasser à l'élévateur, puis qui va permettre aux producteurs d'avoir un bon profit. Bien, pour nous autres, un bon blé d'hiver, c'est justement un blé qui a de la bonne rusticité, puis qui va avoir une bonne qualité aussi pour atteindre nos clients là, au niveau consommation humaine. Un blé qui est naturellement pas trop maladif, puis qu'il y a du rendement. C'est sûr qu'on vise le rendement. On est payé à tonne encore. Fait que ça prend du rendement, la qualité, puis une bonne rusticité, en résumé. Un bon blé, étonnamment, pour notre marché, c'est pas nécessairement un blé qui va avoir une autre protéine. Ça va être un blé qui va avoir une constance au niveau des caractéristiques du blé. Donc, ça prend une bonne protéine, mais surtout une protéine constante. Ça prend un niveau de maladie bas, puis d'autres attributs comme un bon indice de chute, un bon poids spécifique. Étonnamment, c'est un critère qui est assez recherché chez nos clients, un bon poids spécifique. On parle de blé d'alimentation humaine. Ça va être un blé qui fait 12,5 % de protéines avec un indice de chute variant avec un minimum de 250 à 275 secondes. Un blé en bas de 1 ppm. Un blé sec, c'est ça qui est, pour au niveau de la commercialisation, c'est ça qui est un bon blé. Au niveau du blé fourragé, ça va être plus un blé au moins qui soit en bas de 2 ppm. Dans certains cas, il y en a qui vont demander un 1 ppm. Un blé sec, toujours 14,5 % d'humidité maximum. Le blé Toxon, Blue Midon, le blé Griffon, Large Rocket. C'est ça. Bon, dans les blés, on a le blé SS Blue Midon, le blé Toxon, le blé Griffon et naturellement, Large Rocket. Il y en a plus que 4, là, mais on pourrait parler du blé Griffon, le blé Bleu Midon, le blé Toxon, le blé Harvard, le CMX, le CM 614 ou Large Rocket. Dans les variétés de blé, il y a le Blue Midon, le Griffon, le Toxon, il y a le Large Rocket, Large Yielder, puis je pense que ça fait le tour. Là. Bon, pour 4 variétés SQS, il y a le Blue Midon, il y a le Griffon, le Toxon, puis il y a le blé d'automne Harvard. Dans les céréales, dans n'importe quoi? Dans les céréales. Dans les céréales? Oui. SQS. Bien, il y a le Harvard. Oui. Les variétés de céréales SQS. Vous me faites des réponses. Essayez de me forcer, m'en trouver. Hey, tabarouette.
J'en ai rien qu'une, honnêtement, dans ma tête. C'est celle-là que je fais en semence, c'est pour ça que je retiens celle-là. C'est Blumidon, Griffon. Non, c'est pas. C'est pas le. Je sais juste deux que je sais. Si on parle de notre région, aussi la région Saint-Hyacinthe, ce serait la première semaine de mai. Naturellement, l'idéal, c'est de semer au mois d'avril le plus tôt possible, mais jusqu'au 5-6 mai. Il y a probablement une date sur le calendrier quelque part qui est la date limite pour semer du blé. Nous, on y va avec la saison. On sème le blé au début de la saison. Il y a des années que ça arrivait et qu'on était à la mi-mai. Puis on s'en est quand même pas si mal sorti. C'est ce qu'on fait dans notre rotation. On fait un tiers de blé et on le sème au début de la saison. C'est peu importe quand. La date limite, c'est embêtant. On ne peut pas dire qu'il y a vraiment une limite. C'est sûr que plus tu tardes dans la saison, bien, plus tu affectes ton rendement et tu peux affecter ta qualité parce qu'à ce moment-là, la période de récolte va tomber dans une période très chaude de l'été. Puis les dangers de fusariose, de verse et de tout ce qui peut nuire à la récolte peut nous survenir à tout moment. Fait que donc, moi, je dirais, si on veut mettre une date, là, pas dépasser le 10-15 demain, là, ça serait un peu mon deadline. Là. Mais plus tôt qu'on peut sommer, mieux que c'est. Bien, la date limite, je dirais, idéalement, c'est en avril. On va semer du blé en avril. Après ça, tu es rendu au 5-10 mai. C'est pas limite, mais c'est souhaitable. Date limite. Dans le côté du blé d'automne, on a étiré l'élastique jusqu'au 13 octobre. Blé de printemps, on aime bien le plus tôt possible. Fait que dépasser nous autres 5 mai, là, on n'aime pas bien ça. On aime ça être là avant ça, pour le blé. Moi, je pense que c'est à peu près le 15 de mai. Après le 15 de mai, là, on commence à avoir des baisses de rendement importantes dans les céréales en général. Donc, je pense qu'après le 15 de mai, on passe au soya. Je préfère la régie intensive pour favoriser un meilleur rendement puis une meilleure qualité. On est en train d'éduquer nos producteurs pour s'en aller dans ce sens-là. En ce qui me concerne, on travaille en régie intensive. C'est pour ça que ça prend des variétés qui répondent bien à cette régie. On fractionne l'azote en 3 étapes. La première, on met à peu près 50 % au semis. Après ça, on met un autre 25 % au talage, puis un autre 25 % à feuilles étendard. On va mettre 3 fongicides, un avec l'herbicide au talage. On en met un autre aussi à feuilles étendard avec le raccourcisseur de paille. Puis, bien entendu, à l'épiaison avec un Pro-Zaro ou n'importe quel fongicide pour contrôler la fusariose. C'est une bonne question. Malheureusement, pour y répondre, moi, j'ai un petit billet là-dessus. On pratique la régie intensive depuis la fin des années 80. On n'a pas fait de conventionnel depuis. Donc, mes résultats, mon comptable, il dit qu'ils sont bons. Le ministre du Revenu aussi. Le reste, je peux pas répondre. Régie intensive, bien sûr, pour maximiser le revenu. Bien, c'est vraiment intensif parce que, bon, dans les années 80, ça a essayé, l'intensif, il y avait vraiment du potentiel. Il y a eu une perte d'intérêt dans l'intensification des céréales, mais vraiment, il y a un plus. Quand on se promène un peu ailleurs au Canada, on voit que c'est vraiment dans la région intensive. Puis on est vraiment dû au Québec pour pousser plus dans cette direction-là. La région intensive garantit plus de qualité, moins de maladies, une meilleure tenue, donc plus de profit pour le producteur. Régie intensive, mais laquelle? Peut-être que la super intensive, moi j'applique chez un client avec des très bons rendements, jusqu'à 6-7 tonnes à l'hectare. Ça comprend une partie d'engrais mis à la volée et une cinquantaine d'unités qu'on met foliaires avec de microéléments comme le manganèse mélangé dans les arrosages. Ça, c'est très certainement la régie intensive qui se démarque, tant au niveau de l'approche qu'on conclut avec le producteur, avoir une approche qui est plus agronomique, avoir un résultat final avec une meilleure qualité,
plus de rendement, un meilleur gain économique à l'AUC. Puis définitivement, le régie intensive là, fait sa place. De mon point de vue, quand je décide de libérer un silo de blé parce qu'on n'a pas eu besoin en criblage, un des facteurs, c'est le taux d'humidité puis les toxines. Le facteur principal, naturellement, c'est la fusariose, les grains fusariés, donc les vomitoxines trop élevées. Le principal facteur, là, présentement, chez les acheteurs de grains, l'humidité en bas de 13. Autrefois, c'était 15. Maintenant, c'est rendu 13. Et où on en finit, je ne sais pas. Mais présentement, c'est le principal facteur qu'on rencontre. Le déclassement du blé dans nos conditions au Québec actuellement, là, c'est vraiment la fusariose. C'est ça le gros fléau. Là, à mon sens, c'est vraiment ça. C'est sûr que principalement, au niveau de la classification, la fusariose puis la toxine, c'est un élément qui peut faire déclasser le grain. Sauf que nous, on a développé des techniques de criblage avec nos tables à gravité pour conditionner les lots. Donc, pour nous, l'élément principal pour l'instant, c'est l'indice de chute. Parce que sans indice de chute, le pain ne lèvera pas. Puis comme c'est notre marché principal, ben c'est un autre indice de chute qui est important pour nous. C'est ça qui va faire déclasser le grain. La qualité du grain. D'après moi, c'est la qualité du grain. Tout le côté séchage, manutention, on est capable, mais le côté maladie, on trouve qu'on passe à côté avec les céréales d'hiver, étant donné que la maturation est comme un mois avant. On dirait que c'est moins porté à avoir la fusariose, ces choses-là. Mais je pense que c'est le facteur le plus important, la qualité du grain. Dans le blé humain, ça va être la protéine, surtout qu'on voit qui est problématique. Au niveau du blé fourragé, ça va être vraiment le niveau de ppm pour la toxine. C'est le facteur principal de déclassement. Bien là, vu qu'on n'a plus l'agence de blé, consommation humaine, je crois que ce sont les semenciers qui devraient prendre charge étant donné qu'on vend la semence, de racheter la récolte, de trouver un moyen ou une façon de la commercialiser. On appelle l'aider à la Grosse Farnham. Le principal facteur dans la commercialisation, c'est d'avoir un produit de qualité à offrir. Si une fois vous avez un produit de qualité qui a le taux d'humidité, qui a la protéine, l'absence de vomitoxines, les acheteurs abondent. C'est aussi simple que ça. Selon moi, il faudrait chercher à ne pas la vendre à la récolte, premièrement, parce que souvent, les acheteurs, ils te voient venir, puis ils veulent payer moins cher, puis ils te sentent prêt à la gorge. Fait que donc, pour moi, le mieux de tout, c'est de l'entreposer à la ferme, puis attendre les opportunités durant l'année. Puis saisir ces opportunités-là pour aller chercher une plus-value. En s'informant beaucoup, puis avant de décider de semer quelque chose, il faut vraiment déjà penser à la commercialisation. Fait que faut poser beaucoup de questions, appeler les élevateurs, puis appeler tous les marchés disponibles autour de chez nous, puis y aller avec ce qu'il y a de meilleur comme offre. Le véhicule préféré pour commercialiser pour nous, on croit beaucoup au contrat de production. Parce que le contrat de production va nous donner un indice à l'avance de ce qu'on va être capable de mettre en marché. Donc, surtout que nous, on s'est spécialisé dans le développement de beaucoup de marchés. On développe le marché de panifiable. C'est très difficile de développer du marché si on n'a pas un pouls ou quelque chose qui nous dit qu'est-ce qu'on va avoir à vendre. Donc, un contrat de production nous permet de sécuriser un prix, de sécuriser un marché, puis en même temps de nous aider à développer ce marché-là. Ah, comment la commercialiser? Je pense comme n'importe quel autre grain, mais mettre bien de l'emphase sur la qualité, viser des marchés niches, être capable de connaître ce qu'on a, d'avoir de quoi le plus uniforme possible pour être capable de garantir au client que, regarde, ce que j'ai, c'est tel spec. C'est ça que ça ressemble. Fait que l'homogénéité du lot, moi, je pense que là, au niveau de la mise en marché est bien importante. Après ça, là, c'est tout le côté graphique, boursier, etc. Là. D'habitude, si tu as du beau stock, ça se vend bien. C'est ça, c'est la qualité. Quand tu commences à gosser dans les escomptes, là. Bien, premièrement, on ne boucle pas plus que 75% de sa récolte maximale. Et puis ensuite de ça, bien, on regarde ce qui est le prix flat qu'on appelle versus la base de prix. On peut faire un moitié pour 50% base de prix, puis un 50% sur prix flat, comme ça, ce qui fait qu'on est capable d'aller chercher
une moyenne de prix là, sur l'année. L'orge est une céréale qui est un petit peu négligée, donc est pas en croissance, là, comparativement peut-être au blé qui va prendre plus d'ampleur. L'orge est utilisé seulement pour les producteurs laitiers ou ceux qui veulent faire du nivellement, de l'amélioration des terres ou pour la paille simplement. C'est sûr que ça a perdu de l'importance un peu. Moi, à mon niveau, c'est quand même important. C'est une belle culture. C'est sûr qu'au point de vue commercialisation, ici, dans une région qui a beaucoup de maïs, la commercialisation est plus difficile que dans l'est du Québec. L'orge, qui autrefois, il y a 25-30 ans, c'était la céréale principale de la région, c'est devenu presque une production marginale. Là, on n'en voit presque plus. Nous, on a été producteurs de semences d'orge dans les années 80, début des années 90. Et puis, les variétés ont évolué un petit peu dans le mauvais sens et les rendements ont baissé. Et c'est devenu beaucoup plus rentable de faire du blé, autant pour le grain, la paille, la régie, que de faire les nouvelles variétés d'orge. Et c'est dommage, c'est une céréale qu'on aimait beaucoup, mais elle a toute fin pratique disparu. L'orge, dans la zone 1, dans la grande Montérégie, finalement, elle n'est pas très importante. Puis mon impression, c'est que les étés sont peut-être plus chauds, ce qui est plus dur pour l'orge. Puis aussi, la culture du maïs, qui est assez intensive maintenant en zone 1, bien, fait qu'il y a toute la pathologie du sol a vraiment changé, puis il y a beaucoup plus de maladies des racines. Puis l'orge est très sensible aux maladies des racines. Donc, c'est peut-être une explication pour laquelle l'orge fait moins bien qu'avant. Bien, dans notre région, au niveau des producteurs, ça ne fait pas beaucoup. Mais étonnamment, au point de vue des marchés, il y a quand même un bon marché pour l'orge. Donc, présentement, on est obligé de l'acheter plus dans les régions à l'est, puis au nord du Québec. Mais c'est une production qui mériterait d'être découverte. Dans ma région, on n'en voit quasiment plus. J'en ai fait longtemps en semences, puis à un moment donné, j'ai abandonné pour aller au blé. En pourcentage d'importance, en pourcentage de couverture, de sol? Oui, ou pourquoi, selon toi, c'est disparu? Pourquoi que ça ne fait plus d'orge? D'après moi, c'est une question de mise en marché aussi. Les prix sont pas là. La qualité, souvent, les acheteurs prennent ça quasiment comme un bouche-trou entre les autres belles récoltes. Fait qu'on dirait qu'elle est boudée un peu. C'est dur à vendre de l'orge, j'espère. Pour faire poser bien des questions, puis c'est difficile. C'est une culture que j'aimais bien gros, mais que malheureusement, on est moins attiré là, par rapport au marché. Là. Moi, dans ma région, l'orge est de moins d'importance. J'ai surtout des terrains plus argileux. J'ai pas beaucoup de sol léger, fait que de l'orge, on en voit moins dans ma région. Nous autres, ça Rive-Nord, c'est quand même pas mal important. Beaucoup de producteurs laitiers, donc besoin de paille. Puis la majorité, on pense que c'est la paille d'orge qui est la plus absorbante. Fait que les gens ici produisent beaucoup d'orge, le blé de plus en plus. Mais l'orge, surtout brassicole, parce que c'est un petit plus-value, qu'on peut aller chercher des primes. Mais il s'en fait quand même pas mal. Je pense que quand je mange mes sandwichs à ballonner, je vais avec le pain brun. Puis quand je vais avec mes toasts au beurre de pinot, je vais avec le pain blanc. Pain brun. Pain brun, naturellement, régime santé. Mais par contre, ça m'est arrivé il y a 3-4 ans de consommer du pain brun lors d'un régime minceur. Et je suis retombé au pain blanc, naturellement. Je te dirais ni un ni l'autre. Ce serait entre les deux. J'aime bien les deux. Pain brun la semaine, pain blanc la fin de semaine. Pain brun, parce que c'est toujours ça que ma mère a fait. Pain brun, parce que le pain blanc, c'est trop limitant. C'est une vieille idée, le pain blanc. C'est une idée qui vient que ça fait 250 ans qu'on parle de pain blanc. Puis c'est le pain brun qui est plus logique à faire. Il y a plus de marché, plus de profit pour le producteur, puis plus de choix de cultivars. Définitivement, pain cultivé au Québec. Moi, je dirais que je suis plutôt pain multigrain. Les deux. Pas de préférence. Pain brun pour la santé. Sérieux, c'est ça la question? Moi, je suis rendu pain brun. C'est ça le pogne, elle est le fun, le pogne. Ouais, je suis rendu pain brun aussi. Ma femme a commencé, puis au début, je dis « Ah, c'est moins bon en toast, c'est-tu? » Hey, puis à cette heure, là, quand ça donne que mes ados, ils tombent au plein blanc, puis on a tout fini mon brun, puis je suis chaud dans du blanc.
Ouais, on dirait que c'est pas le même goût. J'ai appris à apprécier le goût du pain brun. Autant que quand elle allait chez ma grand-mère, elle nous faisait des toasts sur son poêle à bois. Oui. Pas pareil, des toasts, c'est une grille de... Alors? Hey, on capotait quand on allait manger chez ma grand-mère. On allait chez ma grand-mère, le fun qu'on avait, c'est de coucher dans un nid de plume, puis manger des toasts sur le poêle. Elle chauffe au bois encore, dans ce temps-là.